l'exposition Tactile Tour à Lyon, elle va avoir lieu au début de janvier, à partir du 4 janvier jusqu'au 10 janvier, à la mairie du 6e arrondissement qui nous accueille. Alors, il s'agit d'une exposition... Je vous fais le commentaire maintenant ou Oui, bien... oui, allez-y. Bon, voilà. Il s'agit d'une exposition d'une quinzaine d'œuvres d'art qui vont de Léonard de Vinci à Jean Debert, 1505-1510, que tout le monde connaît. Et cette exposition présente les œuvres d'art en relief. En relief, c'est-à-dire qu'elles sont reproduites avec une sorte de matériau synthétique. C'est en relief. Et l'idée, c'est de donner accès aux personnes déficientes visuelles aux œuvres d'art. Alors, ce sont des gens qui ont bien sûr, comme vous, comme moi, entendu parler de Léonard de Vinci, par exemple. On commence avec lui en 1511 et on commence tout naturellement avec le fœtus. Au début des choses. Alors, c'est une œuvre qui représente un fœtus. L'œuvre fait 55 cm de haut et 40 cm de large, avec une profondeur artificiellement créée, bien sûr, de 6 cm. Les personnes vont balader leurs mains ils ont le droit de toucher, bien sûr, vont balader leurs mains sur cette plaque. Ils vont découvrir des quantités de signes illisibles, parce que vous savez, Léonard de Vinci écrivait en boustrophobe, c'est-à-dire à l'envers. Il écrivait de droite à gauche, et non pas de gauche à droite comme je pense vous le faites, pour que les gens non entraînés puissent pas écrire de façon privée, si vous voulez. Il écrivait à l'envers. Alors on va pouvoir toucher un certain nombre de ces éléments en relief sans pouvoir les lire. Il y a également quelques dessins qui illustrent en partie l'utérus. Et puis, il y a une partie qui représente sur un utérus qui aurait été ouvert en quelque sorte, on a un fœtus avec sa grosse tête, son bras qui est replié avec la main qui est vers le menton, le corps est complètement retourné sur lui-même, c'est la position fétale, de sorte que le pied touche la tête, et les personnes vont pouvoir explorer cette représentation en détail. Alors, les personnes sont accompagnées par un bénévole voyant qui les aide à guider leurs mains, qui les aide à décrire ce qui est représenté. La deuxième plaque, c'est le fameux homme de Vitruve. Vous savez, Léonard de Vinci avait créé une représentation de l'homme aux dimensions parfaites. L'homme debout ou bien les jambes et les bras complètement écartés, l'homme est inclus dans un cercle parfait et dans un carré parfait. C'est-à-dire que Vinci avait l'idée que Dieu avait créé l'homme de façon parfaite pour qu'il rentre dans une représentation géométrique idéale. Le cercle, le carré. Et on voit cet homme nu qui est les deux sont représentés, l'un dans le carré, l'autre dans le rond. C'est une représentation qui est très populaire, qui est très connue, et qui date de 1492. La troisième illustration est la Vierge au rocher, toujours de Léonard de Vinci. Alors là, on voit une Vierge qui est installée, assise dans les rochers. De sa main droite, elle entoure les épaules de l'enfant Jésus, qui lui est tout nu, en signe d'humilité.
Et puis à côté, je pense que c'est Sainte-Anne et Saint-Jean-Baptiste qui sont à côté, assis par terre. Alors les personnes déficientes visuelles pourront explorer ça. Le bas de la représentation est une rivière avec des algues qui fait allusion au baptême de Saint-Jean-Baptiste. L'image suivante est un portrait de Léonard de Vinci. Alors c'est une plaque qui fait 46 cm par 40 de largeur et qui représente Léonard de Vinci. Le visage est entouré dans un cercle qui est en relief. Le visage est en relief lui-même, bien sûr. Le crâne est nu, il est chauve, mais il a une barbe absolument considérable qui, j'imagine, est une illustration de sa créativité. Voilà, le portrait de Léonard de Vinci. Ensuite, alors on passe à Jules Verne. Et là, dans l'image consacrée à Jules Verne, on voit la représentation d'un train de projectiles vers la Lune. Jules Verne imaginait ce qu'on appelle aujourd'hui une fusée, bon, et qui est représentée en relief en différents tronçons qui s'orientent vers la Lune. Voilà. L'image suivante est une représentation de la tapisserie de Bayeux. Vous savez, la traversée de la Manche, alors la date de la tapisserie de Bayeux, la bataille d'Hastings, ça doit être 700 quelque chose. Ça, il faudrait que je vérifie. Mais c'est dans les années 700. Et on a cette représentation qui est immense. À Bayeux, la tapisserie doit faire 20 mètres de long. Elle est absolument immense. Alors là, il y a quelques images qui sont représentées. La première représente les bateaux sur lesquels les troupes ont traversé la Manche. Alors on voit ces bateaux avec une proue importante, les soldats qui sont dedans, les voiles qui sont au-dessus, et on voit 3 bateaux qui se suivent les uns les autres, avec les troupes à l'intérieur, différentes sortes de troupes. Dans la première, des fantassins, dans la seconde, des fantassins avec des boucliers, dans la troisième, on voit les cavaliers avec un cheval. Et dans le bas de la représentation, on voit différents animaux symboliques, Voilà. L'image suivante est également un élément de la bataille d'Hastings. Alors là, on voit les cavaliers sur leurs chevaux qui, avec leurs lances, qui se préparent à se battre. Et le bas de l'image représente les archers. Il y en a une série, ils sont 8, qui se préparent avec leur arc à aller attaquer leurs ennemis. La bataille d'Hastings. Chacun de ces panneaux, ils font tous environ 40 par 50 centimètres. Le suivant est l'enfant prodigue de Franz Franken le Jeune, 1633. Alors là, on voit une scène très compliquée qui se passe devant un grand mur. Au premier plan, il y a une table et sur laquelle on voit un jeune homme très bien habillé qui est là à manipuler des objets précieux devant une cour où une personne joue d'un instrument de musique, genre flûte. À l'extrême gauche, on voit le boulanger qui prépare ses pains. Au premier plan, à gauche, on voit un potier qui prépare un pot. Et sur la droite, donc une série de gens qui manifestement boivent. Il y a des pots pour
se rincer le corniolon, comme on dit à Lyon. Et voilà, il y a ce riche personnage qui est là probablement à acheter ou à vendre des bijoux et des objets d'art. Voilà. La suivante est le mariage de la Vierge de Raphaël. Ça date de 1504. Alors celui-ci est plus grand, il fait 72 cm de haut sur 50 de large. On voit en arrière-plan une représentation du temple de Jérusalem avec quelques personnes au pied du temple. Et puis au premier plan, on voit le grand prêtre qui unit Joseph. Alors il a un joli chapeau, une grande barbe, et puis on voit Marie qui a une sorte de capuche et qui tend sa main qui va rejoindre celle de Joseph. Chacun d'entre eux est entouré par plusieurs témoins, féminins du côté de Marie et masculins du côté de Joseph. On a bientôt terminé, mais ensuite, le bas-relief sera accompagné d'une représentation d'une maquette de Tiampetto qui a été imaginée par l'architecte Bramante, et de Raphaël s'est inspiré pour sa peinture. C'est-à-dire qu'on représente là en relief le temple qui est circulaire, rond, comme une tour, à 2 étages, plus une coupole, plus un petit lanternon, qui a été repris par Raphaël pour sa peinture. Ensuite, on a la chute d'Icare de Pieter Bruegel, 1558. Le tableau est un peu plus petit, il fait 37 par 59 cm et il représente un paysage au bord de la mer avec un joli bateau avec 2 grandes voiles et un personnage au premier plan qui est un laboureur qui tient sa charrue tirée par un bœuf, et puis on devine au milieu de l'eau Icare qui s'est cassé la gueule parce que ses ailes n'ont pas marché. Voilà. La peinture est très colorée, très, très mignonne. Et à côté, on voit un agrandissement du laboureur avec son cheval, sa charrue, et c'est un âne, c'est pas un bœuf qui tient la charrue. Voilà. Et ensuite, la dernière est la Sainte Parenté, avec Saint Bernard. Alors on y devine, au milieu, l'enfant Jésus tout nu, qui est debout, hein, la Vierge Marie. Alors elle est très bien habillée, hein, mais Jésus on l'a laissé tout nu. Hein. Enfin c'est le signe d'humilité de la tradition chrétienne. Et puis on voit donc la Vierge Marie très bien habillée avec une belle robe en soie. J'imagine qu'elle venait de Lyon. De l'autre côté Sainte Anne, sa mère, et puis les rois mages au premier plan qui apportent les cadeaux d'offrande à la nativité. Voilà. Et au tout premier plan, on a même une représentation d'une plante que je ne peux pas identifier, mais dont j'imagine qu'elle signifie la vie sur cette terre. Alors voilà. Voilà donc ces images qui vont être présentées. Tous les jours, il y aura le matin comme le soir une personne pour guider les personnes déficientes visuelles qui sont enchantées de pouvoir avoir accès tactilement à ces œuvres d'art. Il faut savoir que les personnes déficientes visuelles utilisent leur tact comme avec une très grande précision. En physiologie, on montre que leur sensibilité tactile fondamentale est pas meilleure que celle d'une personne ordinaire. Mais l'utilisation qu'ils font de leur sens tactile a été en quelque sorte
travaillés, développés par le cerveau, de sorte que ils utilisent leur sensibilité tactile avec une adresse extraordinaire. Quand vous les voyez lire un livre en braille, ils vont à toute vitesse. Leur système interprète des petits points en relief à toute vitesse. Ce qui veut dire que les personnes déficientes visuelles ressentent ces tableaux avec une acuité très intéressante. C'est pour ça d'ailleurs que ça les intéresse et qu'ils vont venir, j'espère, en grand nombre à cette exposition. Juste un truc, parce que l'expo est destinée aux aveugles, aux malvoyants. Je ne vous entends pas très bien. Attendez. Je vous disais, l'expo est destinée aux aveugles, aux malvoyants et aux voyants. Les voyants, est-ce que les voyants ils vont avoir les yeux bandés? Comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? On ouvre le 4 janvier, je crois que c'est 9h du matin, je ne suis pas très sûr, mais enfin bon, à peu près. Alors, on va être là toute la journée. Hein. Si vous voulez... évidemment, on serait content de vous y accueillir, hein, et vous pourriez interviewer les gens qui vont être là. Hein. Encore une fois, les gens malvoyants, enfin, tout le monde peut venir voir. Je trouve d'ailleurs, du point de vue voyant, moi-même je suis voyant, hein, mais du point de vue voyant, ça fait tellement plaisir de voir ça en relief, même si esthétiquement, comment dire, bon, esthétiquement, j'aime mieux voir l'œuvre originale, hein, d'accord, mais ça me fait plaisir de voir comment le relief apporte en quelque sorte une dimension supplémentaire. Voilà. Ce qui fait que, bien sûr, les personnes voyantes sont tout à fait bienvenues. Elles verront d'ailleurs, ça leur permettra de mieux comprendre les efforts qui sont faits pour rendre le monde visible, accessible aux personnes déficientes visuelles. Tout à fait, exactement. Alors, c'est original parce que c'est en complément du festival Audiovision. Là, on est au cinéma Astoria, où on a des films. Alors, oui, on fait le festival Audiovision, qui est un truc qui marche pas mal du tout. Vous savez, c'est très émouvant. Quand vous sortez de là et que vous dites bonjour aux malvoyants, il y en a pas mal qui me connaissent parce que j'ai été le président de cette association pendant 11 ans, et qui vous sautent au cou pour dire « Ah, ce Vital Durand, mais cette femme est extraordinaire !» Alors, peut-être pas sur les mêmes critères que par lesquels moi j'ai jugé cette femme, mais ils vous disent « Ah ben, tel acteur joue d'une façon extraordinaire. Hein. Ils sont enchantés de pouvoir aller au film que vous voyez vous en tant que voyant. Alors ils ont un casque sur la tête qui leur fait un petit commentaire pour leur expliquer pour qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent pas voir à l'image. Hein. Alors on entend dans le petit commentaire, quand entre deux notes de musique ou etc., on entend le personnage arrive par la droite, il sort de la forêt, il a un pistolet à la main droite et il se précipite sur etc. Enfin bon, voilà, il y a le commentaire pour que les personnes puissent comprendre. C'est ce qu'on appelle l'audiovision ou l'audio-description. Les deux termes sont utilisés. Alors, un certain nombre de films sont spontanément équipés en audiovision dans certains cinémas à Lyon. Et encore une fois, je côtoie un certain nombre de personnes déficientes visuelles et qui me disent éventuellement « Ah, vous avez vu tel film là c'était vraiment extraordinaire. » Au contraire, je me suis emmerdé. Ça peut arriver. Ok, donc c'est vraiment un complément. Alors, si je dis pas le bêtise, ça s'appelle le Tactile Tour parce que c'est un tour national. C'est-à-dire que ça part... Alors voilà, c'est une exposition qui a été mise au point par le siège à Paris, par le siège de l'association Valentin Haoui, et elle fait le tour de la France. Et pour nous, les dates sont du 4 au 10 janvier. Ouais.
À la mairie du 6e arrondissement. À la mairie du 6e, qui très gentiment nous a ouvert ses portes. D'accord. Bah écoutez, c'est bien. Moi, je trouve ça très original et très intéressant. Et oui, moi aussi. Et accessible même aux voyants, parce que c'est toujours intéressant d'aller découvrir cette manière de voir les œuvres d'art. Ça permet de voir, ça permet de toucher, ça permet de faire. Voilà, on peut toucher, on peut se rendre compte de